Y a-t-il quelques questions, témoignages? On poursuit comme ce matin, hein. Voilà. Elles arrivent, elles arrivent. Veuillez relever la main pour ceux qui souhaitaient intervenir. Il y a une troisième au milieu, c'est ça? Mais je crois qu'elle les voit mieux que nous, parce que nous, avec les Oui, projecteurs, merci. Merci beaucoup pour ces deux exposés. Et alors là, je suis vraiment très très étonné. J'ai vécu en Algérie jusqu'à 17 ans. Et alors je m'aperçois que dans mon bled, j'avais 17 ans quand je suis parti, dans mon bled, il y avait un camp d'internement. J'en ai jamais entendu parler. À Boufarik, si vous avez des précisions, je suis vraiment preneur. Parce que, bon, j'avais 25 000 habitants. Bon, mes parents m'avaient quand même pas mal expliqué les choses. Mais je n'ai jamais entendu parler d'un camp d'internement à Boufarik. J'avais entendu parler de Berwagia, puisque c'était pas loin et on parlait que de Berwagia. Mais là, est-ce que vous avez des éléments, ça à titre personnel, sur Boufarik? Ça m'intéresserait bigrement. Alors, on prend Jacob, on prend une ou deux autres questions, puis ensuite, je vous donne la parole aux uns et aux autres. Revenez avec nous, Jacob. C'est à moi, donc. Bonjour, Alain Placidet. Merci pour ces deux présentations. Alors, je crois qu'effectivement, ce qui est intéressant, c'est que sur cette période, lorsqu'on évoque la résistance, et il est d'habitude de dire que les communistes français ne sont intervenus dans la résistance qu'après le 22 juin 1941, suite à l'invasion de l'Union soviétique par les forces hitlériennes, on oublie, effectivement, on occulte que le fait que une grande partie était emprisonnée depuis la décision de septembre 1939 suite au pacte germano-soviétique. Ce qu'on oublie de dire, là aussi, c'est que ce pacte germano-soviétique fait suite, puisque depuis 1935, il y avait des négociations entre l'Union soviétique, la France et l'Angleterre pour arriver à un accord. D'ailleurs, le général de Gaulle, dans une lettre à sa mère, dit « Mais qu'est-ce qu'on attend pour signer un accord avec les Russes ?» Il ne disait pas les Soviétiques, il a dit les Soviétiques la première fois où il est allé en Union soviétique. Mais à l'époque, il disait toujours la Russie. Qu'est-ce qu'on attend pour signer un accord avec la Russie pour stopper l'avancée des armées hitlériennes. Alors, bon, ça veut dire que donc c'est intéressant de voir qu'une partie de ces communistes étaient enfermés, déjà emprisonnés pendant cette période. Après, on retrouve dans ces personnages internés, bien sûr, des communistes français, des communistes algériens, des nationalistes. Et quelque part, Tramer le disait, Kemener, effectivement, c'est qu'on a déjà, dans cette période-là, on a déjà les difficultés qu'on va retrouver encore au moment de la guerre d'Algérie. Il y a des choses qui sont imbriquées, puisque à la fois on retrouve des gens qui ont résisté, des gens qui ont été internés, des gens qui ont résisté et qui ensuite vont se retrouver dans une autre situation, notamment, je pense à Sétif 1945, et ainsi de suite. Donc c'est une situation. Et la situation de Messali Hadj, avant-guerre, pendant la guerre, puis ensuite pendant la guerre d'Algérie, on voit bien qu'il y a un lien entre ces périodes, mais un lien difficile. Beaucoup de gens. Quelquefois, on se dit, bon, pourquoi des gens qui ont été des patriotes, qui ont été des patriotes, qui ont résisté, qui ont été des patriotes vraiment affirmés, des gens d'extrême droite, par exemple, qui ont manifesté en février 1934, dont certains vont se vautrer dans la collaboration à Vichy, d'autres qui vont avoir un positionnement par rapport au gouvernement de Vichy, un positionnement non pas de collaborationniste, mais plutôt de loyaliste, en disant mais c'est ce gouvernement qui a été, c'est lui qui est l'autre qui représente l'autorité face à l'Allemagne. Bon, une illusion. Bon.
et d'autres qui vont, après avoir manifesté en 1934, vont se retrouver ça a été le cas d'un certain nombre de cagoulards, entre autres, qui vont se retrouver dans la résistance. On voit bien qu'à chaque fois, et si on regarde entre 1935 et 1955, on se retrouve avec des parcours où les mêmes personnes peuvent se retrouver à avoir des parcours qui, à un moment donné, les emmènent d'un côté et ensuite les emmènent de l'autre. C'est-à-dire des personnes qui vont vivre carrément des situations schizophréniques. Voilà. Et ça, c'est ce qui est toujours difficile à comprendre lorsqu'on regarde après. Bon, par exemple, on a tendance à faire la distinction communiste d'un côté, juif de l'autre, musulman, et ainsi de suite. Francs-maçons, on va voir que, y compris au moment de la création du Parti communiste français, un certain nombre d'entre eux étaient juifs, et même certains francs-maçons, c'était le cas notamment de celui qui était le premier directeur de l'Humanité. Hein. Voilà. Donc on voit bien ces situations compliquées. Et merci pour ces interventions qui montrent bien justement toute cette complexité. Merci encore. Et d'autres questions? Il me semble qu'il y a quelqu'un au centre. Oui, bonjour. C'était quelques éclaircissements à monsieur. Oui, à vous, monsieur. Je crois qu'en parlant de Colombe Béchard, vous avez dit à un moment, en parlant des punitions du tombeau, que c'était le clerc qui avait interdit. Et là, je me perds, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait le clerc là-bas. Après, c'est sur le 27 avril 1943, Gigot ordonne la dissolution des camps de travail et d'internement, et on ne parle pas des camps disciplinaires. J'aimerais aussi que vous disiez si ça a été ordonné aussi la fermeture de ces camps, et si c'est dans les documents qui constent disciplinaires. Et la troisième chose, j'ai lu un peu partout qu'à Dira McGill, il y avait eu quand même plusieurs condamnés à mort. Il y a eu un qui n'a pas été, je crois que c'était vicieux, mais Santucci et un autre, ils ont été condamnés par ce qu'ils avaient fait et passés par les armes. Voilà. Mosca et Santucci. Mosca et Santucci. Et une seule chose aussi pour monsieur, c'est que je crois que monsieur qui a dit qu'il y avait eu une situation, des individus avaient vécu des situations schizophréniques à un moment déterminé, mais je pense que plus que les individus, c'était la situation qui était schizophrénique. Parce que quand même, à la fin août 1939, il y a eu un pacte germano-soviétique et c'était les Allemands qui étaient les ennemis des Français. Et on s'est mis à côté des ennemis de la France. Merci Evelyne. Alors, une autre question? Oui, mais c'est une question assez rapide. D'abord, merci à vos deux exposés, clairs, brillants. Voilà, je voulais quand même vous le dire. J'imagine que vous n'avez pas de chiffres précis, mais est-ce que vous avez au moins un ordre d'idée de, je ne sais pas, de la proportion, en tout cas, des différents internés, puisqu'on a parlé des Juifs, des brigades internationales, des communistes, des nationalistes algériens, etc. On a parlé de 15 000, c'est ça que j'ai retenu. Et ensuite, du nombre de victimes, est-ce que là aussi, vous avez une idée l'un et l'autre? Voilà. Alors, Jacob, sur les premières questions. Alors, il faut que je fasse un effort. Je vais commencer par la dernière question. D'après les statistiques officielles, on a parlé de 150 000 déportés et internés. Dans ces 150 000, 15 000 juifs. Ce sont ceux qui ont été reprochés à Papon au moment de son procès. Donc, ces 15 000, c'était majoritairement des engagés volontaires pour la durée de la guerre. Et parmi les engagés volontaires pour la durée de la guerre, il y avait aussi les républicains espagnols, les brigadiers internationaux, et il y avait des quantités de gens. Mais si on prend la totalité des internés, vous savez, il y avait de tout. Il y avait des musulmans, il y avait des juifs, il y avait des chrétiens, il y avait peut-être des athées,
il y avait des hommes, mais il y a eu quelques femmes. Il y a eu une image, je regrette, je ne l'ai pas commentée, mais j'ai montré une image, vous avez peut-être le souvenir, Sid Ayashi. Il y a le général Noguès qui passe en revue un camp, et alors c'est magnifique, les gens sont très bien habillés, il y a des enfants et des femmes. Et alors il y a des pyramides d'oranges, de pommes, etc. Ils sont bien nourris parce que il y a l'inspection. Mais ce n'est pas le régime habituel. Vous savez, l'amiral Abrial, lorsqu'il a visité un camp, a donc tensé le directeur du camp. Il a dit, mais comment, mais c'est pas possible. Vous leur donnez à manger trop de viande. C'était une plaisanterie. Il y avait de la viande ce jour-là parce qu'il était là. Mais d'ordinaire, il n'avait pas de viande à manger. C'est vraiment... Il y a deux mondes. C'est le monde où les inspecteurs passent, le temps où les inspecteurs passent, et puis l'ordinaire, en quelque sorte. Alors, Jacob, sur la présence de Leclerc, alors, ou son Leclerc, implication en avril Leclerc 43. n'était pas en Algérie. Vous savez, Leclerc n'était pas en Algérie. J'ai parlé vous savez, de la punition qui s'appelle le tombeau, qui s'est pratiquée. Et Leclerc est monté depuis le Tchad en passant par l'Afrique du Nord, côté marocain. Et donc, il a vu cette punition, et il a su plutôt que des hommes avaient été écrasés par un char, et il a donné l'ordre d'interdire cette punition. Mais ce n'était pas pendant notre période, donc celle dont j'ai parlé tout à l'heure. Et les compagnies, alors il y a des compagnies dissoutes, d'autres disciplinaires qui ne le seraient pas? Eh ben, tout à l'heure, nous avons vu que le général Giraud donc, a ralenti la libération de certains groupes, et particulièrement les Juifs, parce que bon, c'est quelque chose qu'il ne supportait pas de voir tout d'un coup libérer des gens qu'il haïssait absolument. Et donc, la libération des camps s'est faite. Alors bon, les communistes ont été libérés en premier. Ensuite, on a libéré les camps les plus, vous savez, les plus proches des grandes cités, des ports, etc. Et puis, bien sûr, les gens qui étaient au fin fond du désert. Vous savez qu'il y avait des gens assignés à résidence jusqu'à Médine. C'est au sud de Tombouctou. Et évidemment, il faut que la nouvelle arrive jusque-là. Il faut que les gens qui commandent donc passent à l'action, etc. Et puis, il y avait parmi les internés des gens dans les hôpitaux. Et vous savez, on ne pouvait pas les libérer tout de suite. Ils étaient dans un sale état. Il ne fallait pas qu'on les remette en circulation dans l'état où ils étaient, etc. Donc, Boufarik, oui. Boufarik, excusez-moi, mais vous savez, les camps d'internement, c'est un peu comme les météorites. Le nom qu'on donne à une météorite, en général, c'est le nom de la localité la plus proche qui peut être à 200 km. Par exemple, la météorite de Wallen, elle est tombée dans le Tanzrouft. Mais l'endroit le plus proche, le toponyme connu le plus proche, c'est Wallen, donc c'est la météorite de Wallen. Et les camps, c'est pareil. On dit le camp de Boufarik, il n'était pas forcément à Boufarik. Je vous ai dit que les camps de Kolombéchar n'étaient pas à Kolombéchar. Ils étaient dans un rayon de 500 km autour de Kolombéchar. Hajarat Mguil, Djenian Bourezg, Boudnib, qui était au Maroc, tout ça, c'était des camps de Kolombéchar. Voyez. Et il y avait un autre camp itinérant. Vous savez, la piste transsaharienne numéro 2, donc qui va de Béchar à Gao, était donc entretenue par des internés. Et c'était un camp. Et ce camp se trouvait à un moment donné du côté de Kerzaz. Kerzaz, c'est, si vous voyez, bon, peut-être que le nom le plus familier, c'est Regan. Regan, c'est au sud d'Adrar. Kerzaz, c'est un petit peu au nord d'Adrar. Et donc, ça doit être à, mettons, 300 km de Regan. Donc, vous voyez que c'est quand même très, très au sud. Donc, si j'ai dit Boufarik, Boufarik est beaucoup plus connu pour avoir été le siège des troupes anglaises, donc au moment où, quand ils ont débarqué. Bon, donc, alors, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. Ils n'ont pas menti.
Mais vous pourrez continuer à échanger avec M. sur Bouffaris, bien entendu. Tramor, pour répondre aux questions qui ont été posées. Alors, au niveau des... voilà, on va commencer par les chiffres aussi, peut-être. Effectivement, c'est très compliqué. La limite, ce qui manque le plus, aujourd'hui même d'ailleurs aussi, c'est l'internement par rapport aux Algériens. Donc, il y a en fait beaucoup d'Algériens qui ont été... des militants nationalistes qui ont été internés aussi. Beaucoup de républicains espagnols. Là, je crois, on va avoir tout à l'heure voilà, une communication qui va arriver de toute façon. Voilà, donc c'est et comme on le disait aussi d'entrée, l'énorme difficulté qu'il y a, c'est tout simplement à prendre en compte l'aspect le plus global qui soit. Donc pour savoir le nombre de personnes qu'il y a eu et même l'existence des camps. Vous l'avez souligné tout à l'heure aussi. Le problème des archives. C'est que voilà, moi je suis arrivé à 124, mais il y en a sûrement davantage, mais on ne les connaît pas. Et c'est exactement la même chose d'ailleurs par rapport à la guerre d'Algérie. Voilà, en fait, un camp, c'est effectivement, monsieur soulignait tout à l'heure qu'il ne savait pas que dans sa ville, il y avait un camp. Parfois, un camp, en fin de compte, c'est un ensemble de tentes placées un peu à l'extérieur de la ville. On sait qu'on ne doit pas aller là. Et c'est le règne, de toute façon, du non-droit. Donc, c'était la règle qu'il soit à l'extérieur. Voilà, c'était la règle qu'il soit à l'extérieur. Enfin, même si, à des moments, ils allaient dans les borges à l'intérieur de la ville ou en périphérie de la ville, néanmoins, c'est de la zone de non-droit qui a pu exister, qui est à la fois, d'ailleurs, de pratiques, comme je disais tout à l'heure, coloniales et militaires. On connaît effectivement Biribi, etc. Dans ce qui va apparaître d'ailleurs aussi par rapport à la guerre d'Algérie plus tard, c'est Timfouchi par exemple aussi. Voilà, les compagnies spéciales en fait, en fin de compte. Moi j'ai demandé à voir il y a quelques années les archives justement des compagnies spéciales parce qu'il y avait des soldats qui étaient dans ces compagnies-là, affectés dans ces compagnies-là. C'était impossible d'avoir ces archives. Donc et encore faut-il que les archives elles soient pleines. Les calots violets. Ils avaient des calots violets. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, non. Oui, voilà. C'est vraiment par recoupement, c'est peu par témoignage, et donc c'est compliqué d'avoir. Voilà, ça là-dessus, franchement. Je dirais qu'il y a encore beaucoup de travail à effectuer. Là-dessus, ouais, il y a énormément de travail à effectuer, même s'il y a eu le travail de Christine Lévis-Touzé aussi, que je devais mentionner, que j'ai oublié de mentionner. Mais bon, il y a vraiment, vraiment du travail à effectuer. Voilà, tout à fait. André Moine, un livre un très bon livre là-dessus. Ouais. Et alors, je voudrais, l'intervention de monsieur tout à l'heure m'a fait penser aussi à compléter sur un point justement que j'ai abordé un tout petit peu, qui est aussi la guerre d'Algérie a été un moment aussi, pour aller un tout petit peu plus loin, d'éclatement du résistentialisme. Et ça, c'est encore plus fort, évidemment, par rapport à la situation algéro-algérienne, on pourrait dire. On l'a abordé tout à l'heure avec Achari, on l'a abordé avec différentes autres aussi personnes. Et donc, voilà, aborder cette question-là, finalement, de la Seconde Guerre mondiale sereinement, ça demande finalement... un autre colloque l'an prochain. Un autre colloque l'an prochain. C'est ça que tu voulais me faire dire, d'accord. Vous me permettez... Rendez-vous l'an prochain, vous l'avez compris. Vous me permettez une toute petite... Et puis après, on fait une pause. Vous avez parlé des musulmans. Vous savez que les deux internés les plus vieux, c'était deux musulmans, 75 et 84 ans. C'est inouï.